Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer. Merci beaucoup d'être venus et puis de marquer du coup votre soutien à Joseph Daher qui est d'accord de continuer son cours ici bénévolement. Donc déjà rien que pour ça, merci énormément. Donc pour vous rappeler un peu le contexte, donc Joseph Daher, professeur invité à l'université, a été viré au prétexte qu'il a prêté sa campus card à une étudiante. Donc c'est clairement un prétexte pour se débarrasser d'un professeur qui promeut en fait des savoirs critiques qui sont plus que jamais menacés en fait actuellement par la montée du libéralisme et puis des fascismes à travers le monde. Donc pour nous, pour le regard critique, de maintenir ce cours avec Joseph Daher, c'est extrêmement important parce que ça nous montre en fait le soutien pour les savoirs critiques, mais aussi le désaccord qu'on a avec la direction de l'UNIL qui s'engage sur la voie de la censure. Donc, pour rappel, le premier cours qui a été donné la semaine passée est disponible sur la chaîne YouTube du groupe Regard Critique. Donc, on vous invite à aller le rattraper si vous ne l'avez pas déjà vu. C'était sur la chute du régime d'Assad et puis la suite, les défis pour la suite de la Syrie. Maintenant, donc, avec le groupe Regard Critique, si vous voulez soutenir nos activités, si vous voulez en proposer d'autres, on vous accueille volontiers. Vous pouvez venir nous parler à la fin, vous nous écrire sur les réseaux. On organise principalement des conférences, mais il y a possibilité de faire par exemple des brochures ou bien d'organiser des cycles de lecture. Donc c'est libre aussi de faire selon vos envies. Donc je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je vais encore juste annoncer, donc ce vendredi, il y a un rassemblement à 14h45 à Montbenon, devant le palais de justice, parce que Joseph Daher, à 15h, aura une séance de conciliation. Donc on vous invite grandement à venir aussi avec vos amis, à rameuter toutes les personnes que vous pouvez. On a déposé des tracts sur les tables. Et puis deuxième annonce, donc pour les personnes qui avaient pour envie de suivre le cours, ou bien qui souhaitent s'inscrire comme auditeur ou auditrice libre, vous pouvez vous adresser à Laurie à la fin. Laurie qui lève la main juste là. Et puis comme ça nous permet aussi un peu d'organiser les personnes qui étaient intéressées autour de ce cours. Donc maintenant je vais laisser la place à Joseph. Je vous demanderai juste de l'applaudir pour commencer. Et puis bon cours. Bon, tout d'abord, merci encore à tous les étudiants et étudiantes, au GRC et aux personnes qui viennent aussi de l'extérieur de l'UNIL pour votre soutien. Ça fait très chaud au cœur encore. Et c'est important pour moi de le dire, cette question aujourd'hui n'est pas simplement une question personnelle, même si elle m'affecte personnellement. Il s'agit, comme l'a très bien dit Tim, de dire qu'il s'agit de défense de droits démocratiques fondamentaux, la défense de la liberté académique et la défense de la liberté d'expression, qui est attaquée particulièrement de manière, on va dire, agressive et renforcée depuis le 7 octobre. Donc, ce qui s'est déroulé dans mon cas, il s'agit malheureusement d'un cas d'une dynamique beaucoup plus large, qui touche des académiques, mais également des individus dans leur emploi, des artistes et autres dans leur quotidien. Donc, il s'agit aussi, à travers cette campagne, de rappeler que bien sûr, il nous faut amener notre solidarité internationale et internationaliste avec les Palestiniens et Palestiniennes, mais également de défendre nos droits démocratiques fondamentaux dans nos sociétés. Et à travers ce cours, avec cette campagne, c'est aussi ce qu'on essaie un peu de le faire. Et donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais que ça nous concerne un peu toutes et tous. Et je voudrais vraiment inscrire cela dans ce cadre-là. Maintenant, dans le cadre du cours, donc on avait fait un premier cours d'introduction, de présentation du cours lors de la conférence de presse il y a quelques semaines. Et la semaine dernière, on a commencé en fait avec 4 exemples, mais plutôt une analyse d'un processus révolutionnaire, d'une chute de régime, et quels étaient les défis. En partant d'abord d'un aspect théorique, est-ce qu'il s'agit d'une révolution, coup d'État, et on avait montré qu'il s'agissait, dans la chute du régime syrien, un événement politique, pas simplement de portée régionale, mais internationale, avec une nature qui, à la fois, comprenait des aspects de révolte, de rébellion, mais également des aspects révolutionnaires dans le sens où il y avait un changement d'une élite politique, mais sans des changements radicaux par en bas, socio-économiques, politiques, et qui sont encore en marche aujourd'hui. J'ai envie de dire, on va revenir un peu en arrière,
maintenant, dans ce qui est officiellement d'habitude, selon les années, selon combien de cours d'introduction j'ai, le premier cours d'introduction pour comprendre les dynamiques politiques et internationales du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. D'accord ? Et contrairement à ce qui est marqué, on n'est plus en 2024, mais en 2025, mais j'ai encore du mal à passer à l'année 2025, mais c'est vraiment de comprendre, est-ce qu'il y a une particularité, ou est-ce qu'il y a une spécificité dans les dynamiques politiques du Moyen-Orient ? C'est quand même une région du monde qui est la scène de nombreuses évolutions, chocs, crises politiques, interventions, guerres, et particulièrement cela depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en partie, je l'ai mentionné la semaine dernière, mais il faut savoir que le développement, durant la conférence de presse, mais le développement de l'analyse de cette région dans les théories des sciences sociales, de l'histoire contemporaine, a été dominé jusqu'à, je dirais, au mouvement des décolonisations par une analyse orientaliste. Qu'est-ce que c'est l'orientalisme ? C'est tout d'abord, en fait, l'analyse de langue orientale dans le cadre asiatique, qui dépasse simplement le Moyen-Afrique du Nord, mais pour aller jusqu'en Asie, et qui a au début, dans une perspective véritablement d'établir un savoir universaliste, qui commence en XVIIe, XVIIIe siècle, l'analyse de langues que vous avez perse, syriaque, en Inde, en Chine et autres. Cela va évoluer, et comme je vous l'ai déjà dit, la science académique n'est pas une science neutre qui n'est pas influencée par les dynamiques politiques internationales. Avec le développement au XIXe siècle particulièrement, et surtout la deuxième moitié du XIXe siècle, on a le développement des États-nations en Europe et surtout le développement avec des dynamiques très importantes de l'impérialisme occidental, particulièrement britannique et française, et du colonialisme. Et dans ce cadre-là, l'orientalisme va prendre un autre aspect, qui va être surtout la légitimation d'une supériorité, on peut appeler dans des dynamiques racistes, des États, des peuples occidentaux sur les peuples coloniaux pour légitimer notamment la colonisation. Légitimer le pouvoir d'une population sur une autre sur des explications essentialistes. Essentialistes dans le sens, on explique l'essence des gens selon leur ethnie, leur religion et autres. Et l'orientalisme, là, on va essayer à travers les langues, expliquer, voilà, les civilisations, particulièrement d'Afrique subsaharienne, Afrique moyen-orientale, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Asie, etc., à travers les langues, en expliquant qu'il y a une naissance de ces civilisations. Et cela sera vraiment remis en cause avec le mouvement des décolonisations, la révolution russe de 17, et on va voir l'émergence de tout un courant qui va remettre en cause ces thèses orientalistes et essentialistes, d'accord ? Et qui vont replacer, en fait, les dynamiques politiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord dans des dynamiques qui concernent, comme le reste des régions du monde, l'économie, le politique, le géopolitique. Et donc, s'il y a une spécificité au Moyen-Orient, qui explique en partie toutes ces crises, guerres, interventions étrangères et autres, dans toutes ces diversités, c'est la question du pétrole, la question des énergies fossiles. S'il y a une seule particularité au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, c'est la concentration des énergies fossiles, particulièrement pétrole et gaz, et qui va attirer jusqu'à aujourd'hui l'intérêt des grandes puissances mondiales et les dynamiques internationales. Si vous regardez aujourd'hui, j'y reviendrai en conclusion, une des raisons qui pousse les États-Unis vers une volonté de la normalisation entre d'un côté l'État d'Israël et les monarchies du Golfe, et plus spécialement l'Arabie saoudite, c'est une volonté de consolider son pouvoir sur une région du monde où vous avez les plus grandes énergies fossiles, particulièrement face à la montée de la puissance rivale aux États-Unis, qui l'est depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est l'aspect le plus important de sa rivalité, c'est la Chine. Chine comme rivale économique, politique, et encore il a besoin de chemin, mais qui se construit militairement. Et qui est un rival beaucoup plus important, si vous voulez, que l'Union soviétique, qui ne s'inscrivait pas complètement, si vous voulez, dans un modèle économique
qui aussi s'inscrit dans le capitalisme, même s'il y a différentes définitions, débats sur la nature de l'Union soviétique de l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, le pétrole joue un rôle essentiel dans l'organisation de l'accumulation des capitaux dans l'économie mondiale. Et de facto, donc cette région, les changements de pouvoir et autres ont un rôle extrêmement important. Et cela est arrivé particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale. Le pétrole est devenu l'énergie première de l'économie mondiale à la place du charbon. Et qu'est-ce qu'elle marque, la Deuxième Guerre mondiale aussi? C'est l'ascension, c'est la guerre froide, bien sûr, entre les États-Unis et l'URSS, mais c'est les États-Unis qui deviennent la première puissance mondiale dans le monde. Et dès lors, cette volonté de contrôler l'approvisionnement et la distribution du pétrole va devenir essentielle dans sa politique extérieure. Et l'intérêt va jamais s'arrêter pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord jusqu'à aujourd'hui. Et on verra les différentes périodes. Je mets simplement cette citation de David Harvey, auteur fameux notamment sur l'histoire du néolibéralisme, sur le développement notamment du capitalisme, qui a cette phrase qui, je pense, reste jusqu'à aujourd'hui d'actualité: celui qui contrôle le Moyen-Orient contrôle le robinet de pétrole mondial, et celui qui contrôle le robinet de pétrole mondial peut contrôler l'économie mondiale, au moins pour un avenir proche. On est encore très loin d'une société post-pétrolière, malheureusement, et c'est aussi pour ça que souvent on peut parler de la volonté d'arrêt des guerres au Moyen-Orient, ou dans son importance, disons, dans le cadre géopolitique, ou même de la Palestine, d'une question écologique. Car en remettant en cause l'importance du pétrole, vous remettez aussi en cause les dynamiques d'impérialisme occidental, mais pas simplement au Moyen-Orient, mais également les dynamiques de coloniales et autres que peuvent se trouver Israël dans son rôle de gendarme premier jusqu'à aujourd'hui des garants des intérêts particulièrement états-uniens. Donc la question du pétrole, c'est ce qui caractérise jusqu'à aujourd'hui en grande partie les dynamiques politiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et particulièrement des monarchies du Golfe. Okay? Cette question du contrôle du pétrole est fondamentale pour comprendre les dynamiques. Juste pour vous donner, par exemple, quelques chiffres et refléter cette domination sur la question du pétrole, c'est entre 40 et 67, les entreprises américaines étendent le contrôle du pétrole dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de 10 à près de 60%. En effet, si le pouvoir, et c'est ça qu'on va comprendre aussi dans la guerre froide, les différentes politiques américaines de soutien notamment à certains États, des États qu'on va appeler mandataires, pour consolider l'influence américaine, que tout changement de pouvoir, il faut juste imaginer si dans les années 50-60, vous aviez un changement de pouvoir en Arabie Saoudite, qui est un producteur de pétrole absolument immense, que vous aviez eu à la place d'une monarchie au service des intérêts occidentaux, et pas simplement géopolitiques, mais aussi économiques, une partie de la domination notamment, ou de la consolidation, de domination du dollar américain à partir des années 70-80, c'est notamment tout ce qui est recyclage de l'argent accumulé par les monarchies du Golfe à la suite du quadruplement des prix du pétrole dans les années 70 particulièrement, et après la guerre de 73 entre différents États arabes et Israël. Donc qui a permis aussi de consolider. C'est aussi, comment vous parlez, vous entendez parler des euro-dollars ou des choses comme ça vient particulièrement des années 70. Mais donc si vous avez eu un changement de régime, disons que la monarchie saoudienne tombe, et vous avez un régime de type, ce qui était une possibilité à l'époque, c'était les mouvements dominants de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, par exemple un régime de type nationaliste arabe. Vous avez une redistribution massive des capitaux accumulés de pétrole, du profit issu du pétrole, vers vos populations locales, mais également potentiellement vers des projets de développement de la région en soi. Et un pays qui serait rapproché dans ce cadre-là, avec une relation, une certaine autonomie, mais qui serait rapproché avec l'Union soviétique. Donc vous avez un changement complet des rapports de force. De même, il ne faut pas oublier qu'une grande partie de après la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi une volonté de contrôler cette distribution et ce pétrole?
la majeure partie des pays alliés des États-Unis, en Europe et au Japon, sont détruits après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là où on va parler notamment de la période des 30 Glorieuses. Et dans le développement industriel massif, cela aurait été très difficile de voir un redéveloppement de ces régions du monde et alliées des États-Unis et face à la montée de l'URSS sans un pétrole à bas prix. Un pétrole à bas prix, attractif, qui permet de relancer la machine économique, la reconstruction et on va appeler ce terme des 30 Glorieuses, qui va prendre fin notamment au début des années 70, pas simplement à cause de la montée ou quadruplement des prix du pétrole, mais aussi de dynamique capitaliste qui arrivait un peu à leur fin, en tout cas la question du profit. Donc, vous voyez déjà là l'entremêlement entre la question du contrôle du pétrole. Changement de pouvoir au Moyen-Orient, change les dynamiques en faveur dans une période de guerre froide où vous avez l'URSS face aux États-Unis, mais aurait pu aussi changer les dynamiques politiques régionales de manière massive. Mais également, quelles auraient été les conséquences face à des pays qui voudraient d'abord profiter de ces développements par rapport à leur région, population locale, en comparaison avec l'Europe, le Japon, qui ont bénéficié de ce prix de pétrole à bas prix. Donc voir ces dynamiques à la fois locales et internationales. C'est pour ça qu'on vous dit, ou que j'explique, changement d'un régime dans des régions où vous avez une concentration massive du pétrole aurait pu avoir pas simplement des répercussions locales, mais aussi internationales. D'où l'importance du pétrole. Mais à travers, et c'est notamment aussi dans les mouvements de décolonisation, mais aussi les élites postcoloniales qui vont de plus en plus affirmer leur indépendance politique, qui va être pour bien nombre d'États acquise dans les années 50, 60, certains, pas tous. Mais ce qui va souvent être encore un plus grand défi, c'est la volonté d'indépendance économique. Et dans ce cadre-là, l'indépendance et le contrôle sur les ressources nationales va devenir une lutte très importante pour une majorité de pays qu'on a nommés tiers-monde, notamment lors de la conférence de Bandung ou autres. Vous avez la question sur le contrôle et la domination des ressources nationales devient une lutte très importante pour un certain nombre d'États. De pouvoir disposer de ces ressources nationales pour pouvoir développer leur propre économie productive particulièrement. Ça peut être, quand je parle de ressources nationales, bien sûr, pétrole et autres, mais ça peut être aussi des autres formes de ressources nationales, comme le canal de Suez, en 1956, par l'Égypte, qui va faire face à ce qu'on appelle dans les livres d'histoire l'agression dite tripartite, mais qui est véritablement une guerre menée par la France, la Grande-Bretagne, avec l'aide de l'État d'Israël, à la suite de la nationalisation du canal de Suez. Dans les pays pétroliers, au Moyen-Orient, dans la majorité des pays arabes, ils vont suivre un modèle. Ce sera lequel? C'est le gouvernement iranien des années 50, un gouvernement qui a été présenté comme de gauche et autres, de Mossadegh, du premier ministre Mossadegh. Mossadegh était un démocrate conséquent avec sa politique, qui va rassembler autour de lui une large coalition, qui allait d'une partie des démocrates, des forces nationalistes, aux communistes, pour dire « nous voulons pouvoir bénéficier du pétrole qui est produit chez nous pour pouvoir développer notre société ». Mossadegh va rentrer dans des formes de négociations pendant des mois avec les compagnies britanniques, le gouvernement britannique notamment, pour arriver à une renégociation sur les profits engagés par les compagnies occidentales et autres. Ça sera un échec. Il va nationaliser. Et c'est là où vous allez voir les premières formes de sanctions contre le gouvernement iranien. Donc ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire. Ce que vous avez après 79 et particulièrement 96, vous avez de nouveau un renforcement des sanctions après 2018 par le gouvernement états-unien sur l'Iran. La question des sanctions, historiquement, aussi a été utilisée par rapport au rapport de force par des gouvernements occidentaux sur d'autres pays, dits de la périphérie ou opposés à leurs intérêts. Et donc c'est la première fois que des sanctions vont être utilisées. Ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un coup d'État. Un coup d'État contre le gouvernement Mossadegh, remettant complètement au pouvoir, ou consolidant plutôt le pouvoir du Shah, et une des dictatures les plus violentes, répressives du Moyen-Orient. Il faut savoir, entre 53-54 jusqu'à 79, où vous avez
la mise en place, à la suite d'une révolution populaire, mais dans lequel le courant, on va dire, le plus conservateur, réactionnaire, va prendre le dessus et va mettre en place une forme de nouveau régime autoritaire qui s'appelle la République islamique d'Iran jusqu'à aujourd'hui. Mais donc, ce qui va marquer la région, c'est la tentative de nationalisation après l'échec des négociations avec le gouvernement britannique, les compagnies pétrolières britanniques, de Mossadegh. Ça va influencer le reste des gouvernements régionaux, mais aussi sous pression par en bas. Pression par en bas, notamment, et y compris dans les monarchies du Golfe. On ne parle pas souvent, mais il y avait, dans les années 50, 60, tout un mouvement issu de la gauche, du mouvement ouvrier, démocrate, qui s'est développé dans les monarchies du Golfe. On connaît un peu plus les mouvements en Syrie, au Levant, en Égypte, en Afrique du Nord, mais cela a aussi touché les monarchies du Golfe, où vous aviez une alliance, entre guillemets, entre des élites locales, une partie des élites locales, des mouvements ouvriers locaux, avec les travailleurs étrangers majoritairement issus des populations arabes, de type Syrie, Liban, Palestine, Égypte et autres, qui étaient partis au mouvement ouvrier. Donc vous allez avoir des grèves importantes dans tout ce qui est compagnie pétrolière et autres. Vous allez avoir des campagnes de solidarité avec la Palestine. Une des premières grèves, notamment en Bahreïn, monarchie du Bahreïn, c'est en faveur de la Palestine, ou contre l'intervention américaine dans différentes régions. Donc, vous avez aussi donc il y a une volonté aussi de contrôle des ressources nationales par les populations locales. Pour la reprise en main du pétrole, elle va être faite de différentes manières. Sous pression par en bas ou pression par en haut, les nouvelles élites post-coloniales, vous avez une restitution partielle par les compagnies, graduelle. 30% au début, 40%, d'abord on s'attaque au profit, et ensuite au fonctionnement. Et vous allez avoir des formes de nationalisation totale. J'ai vu une suite de cas de nationalisation qui peuvent vous intéresser. On n'aura pas besoin de passer sur tous, mais juste pour vous, que vous sachiez comment il y a eu des politiques à la fois de restitution partielle, nationalisation, qui se sont accélérées des années 60 jusqu'aux années presque 80. Aramco, par exemple, Aramco qui est une des plus grandes, sinon en tout cas la plus grande compagnie pétrolière au monde, a été complètement nationalisée en 1980. Et même nationalisé, pas forcément le bon terme pour Aramco, vu que c'est une compagnie qui appartient jusqu'à aujourd'hui à la famille royale. Non, ses comptes ne sont pas des plus nets, pour ne pas dire opaques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, pour les États-Unis, au-delà de ces campagnes nationales pour le contrôle du pétrole dans ces pays, il va y avoir d'autres événements qui vont un peu remettre en cause et j'y reviendrai dessus, leur contrôle sur la distribution du pétrole, au-delà du contrôle direct sur le pétrole. Et ce qui est le plus important pour les États-Unis jusqu'à aujourd'hui, c'est le contrôle de la distribution du pétrole, plutôt de son contrôle direct. Et ça, il y a différents événements qui vont le remettre en cause. C'est en partie le premier boycott du pétrole, la hausse des prix de 73. Donc il faut savoir, les décisions de l'OPEP qui a été fait en 1960, si je ne me trompe pas, 59-60, début des années 60, qui regroupe tout un nombre de pays pétroliers, donc pas simplement des pays arabes. Aujourd'hui, vous avez des pays d'Amérique du Sud, le Venezuela et autres, et aujourd'hui vous avez OPEP+, notamment avec la Russie et autres, où ils collaborent. Là, vous avez quadruplement du prix pour, en fait, faire pression sur l'État d'Israël durant la guerre de 73 et sur leurs soutiens occidentaux. Et ça va augmenter les marges de profit, notamment des monarchies du Golfe, qui vont s'en servir notamment pour consolider aussi à la fois leur pouvoir économique et politique sur la région. Mais surtout, ce qui va remettre en cause, en partie, cette garantie du flux de pétrole, c'est le renversement du Shah d'Iran en 79, qui était un des pays les plus importants. En tout cas, Israël va se développer comme pays le plus important de gendarme des États-Unis dans la région, mais le Shah d'Iran l'était jusqu'à 79, disons, avant sa chute et la mise en place d'une république islamique d'Iran qui sera opposée aux intérêts états-uniens. Et là, c'est dans cette période où va se développer la doctrine du président Carter aux États-Unis, 77 à 81, où il est essentiel de garantir l'écoulement du pétrole dans le monde et dans l'économie mondiale. Et notamment dans le cadre de la péninsule
sans rentrer, selon les pays, vous avez péninsule arabique, péninsule du Golfe ou islamique, bref. Dans cette dynamique, donc le but c'est de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert et une présence militaire permanente dans la région pour les États-Unis et qui va surtout se développer à partir de 91, on reviendra plus tard. Mais pour vous faire quelques comparaisons jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ont développé une dite coalition internationale en décembre 2023, après que le mouvement des Houthis au Yémen, soutenu par l'Iran, ont commencé à attaquer des cargos pétroliers. D'accord ? Bon, dite coalition internationale, pourquoi ? Parce qu'ils sont deux pays, les États-Unis, Grande-Bretagne, a priori, peut-être la France de temps en temps. Mais lorsque... alors, les États-Unis ciblaient le Yémen auparavant, mais surtout des dites organisations liées à Al-Qaïda, ou etc. Mais pas les Houthis directement. Okay ? Du moment que les Houthis ont commencé à viser les cargos pétroliers, qui remettaient en cause d'ailleurs en partie le commerce international, notamment du pétrole, il faut savoir, le détroit d'Ormuz, c'est 12% du commerce international. Et donc, et c'est aussi pour ça, cette raison, à ce moment-là, vous avez eu une augmentation des coûts de production, ou des coûts plutôt des coûts de production, mais dans lequel on comprend, le coût de déplacement des produits, qui ne passaient plus par le canal du Suez et le détroit d'Ormuz, mais faisaient le tour de l'Afrique. Donc, qui augmentait le coût de transfert et le prix fini. Et c'est là où on voit encore jusqu'à aujourd'hui l'importance du détroit d'Ormuz, la question dans le commerce international. Tout de suite l'intervention des États-Unis. Et les Houthis ont compris très rapidement qu'ils avaient beaucoup plus d'effet sur, disons, Israël, les États-Unis, en remettant en cause les dynamiques du commerce international que d'envoyer quelques roquettes sur Israël, même s'il l'a maintenu, mais leur plus gros moyen de pression, c'était vraiment de s'attaquer au commerce international. Et d'où la réponse qui s'en est suivie de la part des États-Unis. Une constance, je dirais, sur la politique étrangère des États-Unis au sujet du pétrole, c'est quoi ? Et qui concerne cette région du monde. C'est assurer aux États-Unis et à leurs alliés un ravitaillement suffisant en pétrole du Moyen-Orient, tout en faisant en sorte que les États-Unis ne dépendent pas de ce pétrole, ou que d'une façon marginale. Jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que c'est la question de la distribution du pétrole qui est très importante. Aujourd'hui, les principaux consommateurs du pétrole du Moyen-Orient, ce n'est pas les États-Unis. Loin de là, c'est la Chine. C'est la Chine. Mais si demain, les États-Unis, par leur présence, et on reviendra dessus plus tard, veulent couper le robinet, ils peuvent. C'est un moyen de pression très important jusqu'à aujourd'hui. Mais tout en eux-mêmes n'étant pas dépendants de ce pétrole. Ils sont aussi un des principaux producteurs de pétrole au monde, les États-Unis. Plus, ils ont essayé de développer d'autres alternatives. Soutien en position et intérêt des pétroliers, des majors, des grosses compagnies pétrolières américaines, dans le but de contrôler directement des sources d'approvisionnement situées à l'extérieur des États-Unis. Donc là aussi, c'est la question de la distribution et le soutien aussi aux majors. Et on reviendra là-dessus. Une des raisons, et vous avez différentes citations et exemples d'officiels américains qui vous montrent que la principale raison pour l'occupation de l'Irak en 2003 et son invasion, c'était le pétrole. Okay ? Je reviendrai sur ces citations. Mais vous avez une continuation, que ce soit gouvernement démocrate ou républicain, une continuation de ces intérêts. C'est pour cette raison qu'on a parlé d'impérialisme pétrolier. Ça veut dire à dominante pétrolière. Donc ça, c'est la première chose qui est fondamentale à comprendre dans les dynamiques politiques du Moyen-Orient et les relations internationales surtout par rapport au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord. C'est cette volonté jusqu'à aujourd'hui. Il faut maintenir le flux du pétrole à travers le monde et dans le commerce international. Jusqu'à aujourd'hui, on vit dans une économie internationale qui est dépendante du pétrole. Et quand on dit ça, ce n'est pas simplement ce que vous mettez... Alors, la plupart peut-être d'entre vous n'avez pas de voiture, mais ce qui permet, voilà, les voitures qui passent là, ce n'est pas simplement une question de flux de pétrole par rapport aux voitures. Toute l'économie internationale aujourd'hui est caractérisée par des produits dérivés du pétrole. Le plastique et autres viennent du pétrole. Et ça, c'est une dynamique qui s'est développée particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous invite dans ce cadre-là à lire le dernier livre maintenant dont le titre m'échappe, mais c'est de Adam Hanieh. C'était un de mes directeurs de thèse qui parle de comment l'économie internationale, à tous les niveaux,
est dépendante du pétrole. Et pas simplement, encore une fois, question de voiture, déplacement, mais dans tous les produits dérivés. Donc ça, c'est absolument vraiment important. Et donc, ça a une influence sur le Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient, jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près 40 à 45% des réserves mondiales de gaz et pétrole prouvées sont dans cette région du monde. Donc, je veux juste vous rendre compte, qu'est-ce que ça veut dire qu'un tiers, un peu plus qu'un tiers des réseaux prouvés de pétrole et de gaz dans le monde sont dans une région géographique. Et après cela, quand vous comprenez son importance dans l'économie internationale, vous comprenez pourquoi aussi l'intérêt des grandes puissances, qu'elles soient occidentales ou de la Chine ou autres pour cette région. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, vous m'arrêtez, on prend 5 minutes pour en discuter, vous pouvez lever la main s'il y a quelque chose qui manque de clarté. Ça va? Donc, principale spécificité, on a retenu la question du pétrole qui influe les relations internationales envers le Moyen-Orient, mais aussi les dynamiques politiques à l'intérieur. Et bien sûr, pourquoi un focus tel sur les États-Unis par rapport au Moyen-Orient? Parce que, à travers le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, c'est la principale puissance du monde et qui a influencé ces dynamiques politiques. Donc c'est pour ça aussi qu'on regarde les politiques étrangères des États-Unis, qui va se caractériser tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale par la politique dite de containment. Et cette politique de containment, jusqu'à la fin de l'Union soviétique, va la caractériser, mais de manière différente. Comment elle va se mettre en place, comment elle va s'exprimer. Containment, l'endiguement, c'est une stratégie de politique étrangère adoptée sous la présidence d'abord de Truman, visant à stopper l'extension de la zone d'influence soviétique au-delà de ses limites de 1947 et à contrer les États susceptibles d'adopter le communisme. Vous avez la création de l'OTAN en 1949 dans cette perspective. Il faut savoir que État susceptible d'adopter le communisme devient une définition très très large. C'est un peu comme islamo-gauchiste aujourd'hui. Du moment que vous êtes un peu opposé aux États-Unis, vous êtes communiste, donc nationaliste arabe, démocrate conséquent. Je vous ai dit, Mossadegh devient quelqu'un dans lequel il faut lutter contre parce que serait proche du communisme. Donc, sans vous parler de la politique macartiste aux États-Unis qui va toucher tout un grand nombre de personnes. Donc, c'est juste vous rendre compte aussi que cette politique, c'est un peu aussi de s'opposer à tout acteur politique dans le monde qui ne rentre pas dans les plans ou la domination états-unienne. Et le Moyen-Orient, bien sûr, ne fait pas exception à cette règle. Et donc, il va développer, avec ses alliés, une propagande politique anticommuniste très forte, avec les pays amis de la région. Et ça serait, on y reviendra par la suite, mais c'est intéressant de voir aussi, vous avez tout un certain nombre d'archives, comment les États-Unis, à travers leurs ambassades à l'étranger, vont développer un discours qui essaie de montrer comment le communisme, particulièrement, et en partie les nationalistes arabes, un peu moins, mais surtout contre les communistes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, sont par exemple des ennemis de l'islam. Ça, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent. Pas simplement des pouvoirs locaux, mais aussi des ambassades locales. Donc, ils vont distribuer tout un certain nombre de propagandes médiatiques au sein des ambassades, à distribuer aux pouvoirs locaux, aux services de sécurité locaux, en montrant comment elles s'opposent, si vous voulez, à la culture régionale. Et bon, encore une fois, j'y reviendrai par la suite. L'exemple le plus patent de cela sera la relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, où les deux côtés, on va mettre en avant son identité religieuse, mais surtout pas son identité religieuse, sa croyance au nom de la lutte contre le communisme athée. D'accord ? Des deux côtés, on va renforcer ce discours. Donc, dans la continuation de cette politique de containment, elle va prendre un aspect un peu plus interventionniste, on peut dire, avec le président Eisenhower, qui arrive au pouvoir en 1953 jusqu'en 1961, qui ne va pas hésiter à mettre en place des interventions armées dans certains pays pour garantir des gouvernements conservateurs alliés aux États-Unis. Ça va être le cas en 1958, par exemple, au Liban. Au Liban, vous avez une forme de mini-guerre civile dans laquelle vous avez une partie de l'opposition voyant la mise en place d'une république arabe unie. Ça veut dire l'unité entre l'Égypte et la Syrie, ou plutôt, ce n'était pas une forme d'unité, c'était plutôt l'Égypte qui mangeait la Syrie, où Nasser devenait le principal chef, et qui, pour bien des Syriens et Syriennes, souvent c'est le début un peu de la mise en place d'une forme d'autoritarisme. Parce qu'au nom de l'unité qui était très populaire,
au niveau des populations locales. Il était néanmoins demandé l'interdiction de tous les partis politiques qui devaient rentrer sous l'Union des socialistes arabes, qui était un parti dirigé par Nasser. Mais elle avait une popularité très importante. Et une partie des Libanais vont appeler à rejoindre cette unité, mais le gouvernement conservateur va s'y opposer et va recevoir le soutien notamment des États-Unis. La Jordanie aussi, dans ces mêmes années, qui fait face à ces pressions par en bas pour rejoindre l'unité de la République arabe unie, va également recevoir l'aide américaine. Donc, la possibilité d'intervenir directement pour garantir ses intérêts. C'est aussi, à ce moment-là, en 1955, que vous avez la mise en place du pacte de Bagdad, qui réunit l'Irak, le Pakistan, la Turquie, et qui est sponsorisé par la Grande-Bretagne, mais aussi par, en partie, les États-Unis. Ce pacte de Bagdad va rencontrer l'opposition d'un certain nombre de pays et des populations locales de la région, et qui sera d'ailleurs mis fin complètement avec la dite révolution, disons un coup d'État radical par le général Qassem en Irak en 1958. Okay. Donc vous avez ces politiques de tentative de consolider l'influence américaine au niveau régional et même à travers des interventions armées. Il va y avoir un changement progressif avec la doctrine Nixon, mais qui suit particulièrement l'échec du Vietnam. C'est de dire, à la place de nous-mêmes intervenir pour maintenir l'influence américaine dans la région, ou maintenir nos intérêts, il faut qu'on s'appuie sur des États mandataires. On ne peut pas, nous, tout seuls, essayer, à travers des interventions, de tout contrôler. Donc nous allons aider militairement, appuyer militairement des États pour qu'ils consolident leurs forces armées, pour eux-mêmes jouer le rôle de gendarmes. Et ça va être particulièrement la doctrine Nixon, qui va être développée, notamment en lien avec le fameux, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de Henry Kissinger, qui était appelé en partie le Machiavel aux États-Unis, qui est un criminel de guerre notoire, comme d'autres officiels états-uniens, mais qui a véritablement marqué un peu ce dit réalisme politique aussi, quand on parle en théorie des relations internationales, des idéologies politiques, vraiment cette idée de réalisme. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la dite lutte contre l'Union soviétique, ou bien le communisme plutôt, excusez-moi, contre le communisme, va avoir un aspect un peu plus pragmatique. C'est sous Nixon, notamment, que va commencer le rapprochement avec la Chine, qui était dite communiste à l'époque, pour aussi créer des divisions qui existaient déjà, mais les renforcer entre la Chine et l'Union soviétique. D'ailleurs, si on revient un peu plus dans l'histoire, une partie du développement chinois aujourd'hui massif date des années 80, de l'ouverture économique des régions du sud de la Chine, notamment avec des capitaux américains. Okay. Ça, c'est une autre histoire, peut-être un autre cours, mais qui est très intéressante aussi. On voit, il y a plusieurs origines du maintien d'une économie forte chinoise, notamment à travers la révolution chinoise, de certains aspects de réformes massifs, mais après, pour ce développement d'un système véritablement capitaliste d'ouverture et basé sur l'exportation massive, c'est en partie aidé grâce aux capitaux américains qui sont aussi aux États-Unis dans une période d'essoufflement des profits. Et donc pour décupler les profits des grandes compagnies américaines, qu'est-ce qu'il y a comme meilleur moyen d'aller s'installer dans un pays où la main-d'œuvre est basse et vous avez des profits qui s'accumulent à nouveau de manière massive au niveau des années 80. Donc, comme je vous dis, cette politique va développer. Et un des grands acteurs là-dedans, c'est bien sûr, il y en a plusieurs, mais l'Iran. L'Iran, c'est vraiment le gendarme du Moyen-Orient. Pour les États-Unis et les intérêts occidentaux, il y a un aspect qui est très important, c'est dans les années 60, notamment, l'Iran du Shah va intervenir pour garantir les intérêts, comme je vous disais, états-uniens, mais occidentaux, va notamment intervenir dans Oman. Il y avait une révolution qui s'appelait la révolution du Dhofar, un mouvement de rébellion armée relativement fort, inspiré par différentes idéologies de gauche, marxisantes et autres, qui remettent en cause l'émir du Oman, et c'est l'Iran qui va intervenir pour sauver. C'est l'émir qui va décéder, il a été sauvé je crois dans les années 60, il va décéder je crois en 2020-2021. Son fils lui a succédé après. Mais vraiment, il va être principal consommateur aussi de l'armement américain. Sans parler d'autres développements qui sont très influencés par les États-Unis, notamment au niveau de l'agriculture. On a une séance normalement prévue sur le développement de l'Iran à partir du XXe siècle, la politique du Shah et surtout
après la politique d'exportation dite de la révolution islamique par la République islamique d'Iran, qui va aussi influencer tout le Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, un des partenariats stratégiques qui sont établis, c'est après 1954, après le coup d'État, c'est l'Iran comme un des acteurs primordiaux, comme gendarme des intérêts occidentaux. C'est aussi le rôle de la Turquie, acteur très important, par la suite, après la Deuxième Guerre mondiale, dans cette politique de containment, dit d'endiguement contre l'influence soviétique. Et donc là aussi, on va aider massivement ce pays à s'armer, à se développer en partie par des soutiens américains face à cette politique, face à l'Union soviétique et autres. Et qui va aussi aider, notamment dans d'autres périodes, notamment à consolider l'hégémonie américaine ou à menacer certains États qui iraient trop loin dans une forme de défiance aux États-Unis à ce moment-là, de leur intérêt. L'Arabie Saoudite et le mouvement intégriste islamique. Et là, on revient à la question du pétrole. L'Arabie Saoudite va garantir une partie de sa protection dans ce qu'on appelle les accords de Quincy, qui sont un échange de bons procédés, on va dire, qui en partie date jusqu'à aujourd'hui, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est on assure un pétrole à bon marché et on facilite le flux du pétrole, mais vous nous offrez votre protection en échange. C'est un deal qui sera fait dans les années 40 entre les États-Unis et la monarchie saoudienne. Et la monarchie saoudienne, elle a une influence politique qui va dépasser celle, je dis sur le temps, que par exemple des régimes de type Nasser en Égypte ou du Baas en Syrie, en Irak. L'héritage politique saoudien a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et notamment dans le développement des différents mouvements intégristes islamiques, développement tout d'abord de mouvements dans les années 50, 60, qui suite à la répression qu'ils ont subie, notamment le mouvement des frères musulmans en Égypte, en Syrie, vont devenir des alliés de l'Arabie Saoudite et certains États occidentaux, particulièrement durant ces décennies où le principal ennemi à combattre pour les États-Unis, on a parlé des mouvements communistes, ouvriers, mais c'est le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe va être perçu comme allié de l'URSS, alors qu'ils avaient une politique qui jouait en partie sur l'alliance avec l'URSS, mais tout en gardant une forme d'autonomie. D'ailleurs, les régimes de type nassérien ou les régimes baassistes en Syrie, en Irak, ne sont jamais privés, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, d'une répression féroce contre tout mouvement ouvrier et la gauche dans ces pays. Et là, les États-Unis, il y a différents exemples, par exemple d'alliances ou de tentatives d'alliance avec ces mouvements intégristes, de soutien, de propagande en leur faveur, dans les années 50 à 70, particulièrement, comme je disais, mouvement frères musulmans, mais il y a aussi un autre exemple qui est quand même intéressant, c'est le Mufti al-Husseini. Le Mufti al-Husseini, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des leaders du mouvement national palestinien jusqu'à la Nakba, la dite catastrophe en Palestine en 1948. La catastrophe, on appelle ça en arabe la Nakba, et qui est pas du tout vu comme une figure historique au sein des Palestiniens. Au contraire, il est plutôt rejeté. C'est un personnage au sein du mouvement national palestinien qui a, à la fin des années 30, début des années 40, a trouvé refuge à Berlin. C'est allié avec le régime nazi et a essayé de recruter des soldats musulmans. Ça a été un échec complet. La grande majorité des soldats au Moyen-Orient, mais également dans d'autres régions où il y avait des majorités musulmanes, ont rejoint les forces alliées pour combattre le nazisme de manière générale. Je vous invite pour cela, si vous voulez plus de détails, il y a un livre très bon qui a été écrit par Gilbert Achkar, aussi un de mes autres directeurs de thèse, qui s'appelle « Les Arabes et la Shoah » et qui a été un peu incompris, j'ai envie de dire, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, parce que beaucoup de gens disaient, surtout d'inspiration, je dirais, plus proche du nationalisme arabe, mais notre histoire n'a rien à voir avec la Shoah, ce qui est totalement vrai, mais c'était un outil, j'ai envie de dire, d'histoire, mais également un outil politique pour contrer une propagande israélienne qui met le Mufti al-Husseini en deuxième position après Hitler. Qui va, et c'est pas, donc certaines personnes seraient accusées d'antisémitisme pour ça, Netanyahou a dit
dans une conférence de presse que Hitler, à l'origine, ne voulait pas éliminer tous les juifs, mais que c'était le Mufti al-Husseini qui lui avait dit à son oreille, il faut les éliminer, sinon ils vont retourner en Palestine. Ce qui est un mensonge historique et qui a été dénoncé par certains historiens de confession juive et israéliens. Mais pourquoi je vous parle de Mufti al-Husseini? Après la chute de l'Allemagne nazie, il va trouver refuge à Beyrouth. Il va finir sa vie à Beyrouth, au Liban. La CIA va venir le voir. Comme d'autres personnalités, disons, qui ont une influence politique ou religieuse, ils vont essayer de former une alliance avec lui contre la montée des mouvements nationalistes arabes, etc. Donc, et ce n'est pas la première fois que les États-Unis ont collaboré avec des personnes qui avaient collaboré avec le régime nazi, mais c'est un exemple. Mais en voyant qu'il n'avait peu d'influence politique et qu'il n'avait pas d'impact sur les populations palestiniennes ou plus régionalement, pour essayer de constituer un contrepoids à la montée du mouvement de gauche et tout ça, ils ont abandonné. Mais vous avez des archives où vous avez des membres de la CIA qui vont voir Husseini, Mufti al-Husseini, qui savent très bien qu'il a collaboré avec le régime nazi, mais en voyant est-ce qu'il pourrait constituer un contrepoids au mouvement de gauche qui monte dans la région. Donc c'est juste pour vous montrer, dans cette perspective, à ce moment-là, cette possibilité d'alliance. Bien sûr, une des alliances les plus connues, et tout en faisant attention dans cette dynamique, mais ça va être bien sûr que les États-Unis ont contribué par leur politique, et ça jusqu'à aujourd'hui, au développement des mouvements dits djihadistes, ou les plus extrémistes. Al-Qaïda dans les années 80 en Afghanistan, au nom de la lutte contre le communisme, on va aider tout un certain nombre d'acteurs. Et donc les États-Unis, ce n'est pas eux qui vont financer en soi Al-Qaïda, mais ils vont contribuer par leur dynamique à la formation de ce type de mouvement. D'accord ? De même qu'en Afghanistan, plus largement, ils ont aidé, pas Al-Qaïda directement, mais d'autres mouvements qui s'inscrivaient dans les mouvements des talibans et autres idéologiquement à se développer et prendre le pouvoir. D'ailleurs, le mouvement des talibans aura des relations avec les États-Unis jusqu'au 11 septembre 2001. Il y avait des collaborations, il y avait des compagnies pétrolières et de gaz qui voulaient s'installer là-bas pour des questions de pipeline et autres. Et c'est le 11 septembre et le refus du mouvement des talibans de fournir Oussama Ben Laden qui va en partie déclencher cette guerre. Mais de la même manière que l'État islamique, ou le dit État islamique, aussi appelé Daesh, n'aurait jamais pu voir le jour sans l'invasion américaine de l'Irak de l'Iran. Ça, c'est de facto une quasi-vérité, disons. Donc, et historiquement, donc, ils n'avaient pas... Ça, c'est des conséquences directes de leur développement politique et autres. Mais voilà, ce partenariat stratégique est jusqu'à aujourd'hui très important avec l'Arabie Saoudite, contrairement à l'Iran. Ce n'est plus le cas, peut-être ça pourrait redevenir le cas un jour. Pour l'instant, ce n'est plus le cas. La Turquie a aussi développé une politique beaucoup plus autonome par rapport aux États-Unis. Mais l'Arabie Saoudite, tout en ayant une plus grande autonomie, reste jusqu'à aujourd'hui dans le champ d'influence politique états-unien. Et dépendante militairement des États-Unis. Et bien sûr, Israël. Israël est devenu, depuis 1967, le gendarme principal des États-Unis dans la région, qui a prouvé par son efficacité militaire en mettant au pas, si vous voulez, les deux régimes qui étaient considérés comme les plus radicaux, défiants par rapport à l'influence américaine dans le monde, les mettre au pas. Donc 67, c'est la guerre des 6 jours. Israël gagne en 6 jours, occupe toute la Palestine historique, mais également occupe le Golan, qui est jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, extension de l'occupation israélienne aujourd'hui jusqu'aux régions du sud de la Syrie, qui sont à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Damas, et l'Égypte du Sinaï, qui sera rendue en 81. Et on peut parler, à partir de 81, des années 80, l'Égypte va devenir aussi un garant de l'influence américaine dans cette région, en devenant le deuxième récipient de l'aide internationale américaine dans le monde. Okay ? Et d'ailleurs fait partie des pays où il y a une exception par rapport aux accords qui sont de USAID et tout ça, actuellement, pour l'aide. Donc Israël va constituer l'acteur le plus important, aussi par sa nature de projet colonial de développement, qui a besoin du soutien d'une métropole pour continuer, disons, à maintenir une supériorité militaire, politique et autres, à s'appuyer sur une puissance internationale. En premier lieu, c'était l'Angleterre,
Ensuite, ça sera les États-Unis. Ça reste jusqu'à aujourd'hui les États-Unis. Pour rappel qu'ils ont reçu Israël en à peu près moins d'un an, entre octobre 2023 et 2024, quasiment 20 milliards de dollars de soutien. Donc c'est absolument énorme en un an. Donc ces alliances ont pour objectif de maintenir la domination des États-Unis et s'opposer à toute forme de contestation de cet ordre après la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, je vous en ai un peu parlé, c'est les régimes nationalistes arabes. C'est les mouvements communistes et de gauche dans la région et diverses luttes populaires et nationales qui demandent plus de souveraineté, justice sociale, des formes également de cadres démocratiques parfois, mais pas toujours, mais en tout cas une plus grande souveraineté et qui allait très souvent à l'encontre des intérêts des États-Unis. On va rentrer dans une période complètement différente. Là, on a fait à peu près Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin de l'Empire soviétique ou de l'Union soviétique. Donc on a couvert à peu près 50 ans, d'accord, de 1945, Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la fin des années 80. Les partenariats stratégiques, la manière de consolider son influence. Deux éléments vont renforcer de manière considérable l'influence et la consolidation de l'hégémonie américaine sur le monde, mais sur particulièrement la région du Moyen-Orient. Vous avez tout d'abord l'effondrement de l'URSS, d'accord ? C'est un effondrement du plus grand rival politique des États-Unis, qui ouvre aussi des nouveaux marchés pour les capitaux américains et européens à ce moment-là. Mais il y a aussi, et qui va servir de prétexte pour retour de l'influence américaine, de la présence physique américaine dans la région de manière massive, c'est la Deuxième Guerre du Golfe. Première, on considère, c'est la guerre Iran-Irak, des années 80, qui va faire plus d'1 million de morts. C'est une des guerres les plus mortelles entre 80 et 88. La Deuxième Guerre du Golfe, c'est à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak, de Saddam Hussein, une dite guerre de libération pour le Koweït, mais surtout une guerre pour les États-Unis qui sert de prétexte pour se réimplanter dans la région. Et c'est à partir de là que vous allez avoir une multiplication de bases américaines dans la région. Et la plus importante étant jusqu'à aujourd'hui, au Qatar, qu'on appelle aussi CENTCOM, le quartier général avancé du centre de commandement des États-Unis, qui est responsable de tout engagement militaire américain, de la planification et opération de 27 pays, de la Corne d'Afrique à l'Asie centrale, et se trouve au Qatar, où vous avez en moyenne entre 12 à 13 000 soldats états-uniens. D'accord ? Et la présence américaine dans la région a varié entre périodes, depuis les années 90, d'un minimum d'à peu près 35 000 à plus de 80 000 si on comprend le Grand Moyen-Orient, avec l'Afghanistan et autres. Et c'est là où vous comprenez, voilà, cette présence était pour renforcer la consolidation de l'hégémonie américaine et la question de contrôle de distribution du pétrole, où ils peuvent intervenir, couper le robinet quand ils veulent. Leur intérêt actuellement, c'est bien sûr, et depuis des décennies, c'est de continuer le flux, la garantie du flux du pétrole à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on va parler, c'était un journaliste états-unien qui va parler de moment unipolaire. Unipolaire dans le sens où vous avez une seule superpuissance mondiale. Et on pourra peut-être revenir par-delà là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui dépassent simplement le cercle académique pour dire unipolaire, bipolaire, multipolaire, quel est le système mondial qui permet une plus grande stabilité du monde. Moi, ce à quoi je réponds, actuellement, ni le monde unipolaire, ni bipolaire, ni multipolaire a assuré une certaine garantie des droits humains ou de la stabilité mondiale. Je veux dire, et là on y reviendra, si on comprend toujours dans multipolaire, en fait c'est un plus grand partage du gâteau entre différents acteurs, mais toujours dominants. Okay ? Et l'exemple, je pense, de l'Ukraine actuellement est assez parlant de cela, à bien des égards. On se partage en fait différentes régions du monde, et donc qu'on soit un seul, deux ou trois, quatre, ne change pas ces dynamiques. C'est juste qu'il y a différents compromis qui sont faits. Mais j'y reviendrai par rapport à cette question multipolaire par la fin. Dans ce moment unipolaire, quelle est la stratégie principale des États-Unis ? Il y a deux éléments majeurs. C'est le double endiguement de l'Irak et de l'Iran qui sont considérés comme des États parias
et expulsite de la communauté internationale. Bon, j'ai mis entre parenthèses communauté internationale, parce qu'on dit communauté internationale, on veut simplement dire les États occidentaux, dominants, généralement. Il faut savoir que l'Irak va subir des sanctions et un blocus mortel. À peu près 500 000 personnes sont mortes de manière directe, quasiment ou indirecte, du siège de 91 à 2003, où il y a une justification, même faite par des officiels états-uniens. Oui, ça va peut-être mener à la mort d'enfants irakiens, mais c'est pour maintenir la paix dans le monde. Bon, à définir ce qu'on entend par cela. Et l'Iran également, on a un renforcement des sanctions américaines à partir de 96 particulièrement. Alors que l'Iran est, à partir de 91, parce qu'ils ont peur de ce moment unipolaire, aussi sont à la fin de la guerre Iran-Irak de 88 et essoufflés économiquement, dans une volonté d'ouverture vers les autres pays de la région et au niveau international aussi. Et deuxième chose que eux présentent comme le règlement du conflit israélo-palestinien, mais qui est plutôt une volonté d'intégration politique et économique continue d'Israël au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Une des principales motivations des accords d'Oslo, c'est pas la paix, ou c'est une paix à la Trump. C'est-à-dire, vous taisez, vous êtes écrasés, et on peut faire notre politique. À aucun moment dans les accords d'Oslo, il est dit de manière explicite, il va y avoir, que vous soyez contre ou pas la solution à un État, deux États ou autre, à aucun moment il est dit qu'il va y avoir la création d'un État palestinien. La seule chose qui est accordée, entre guillemets, aux Palestiniens à ce moment-là, c'est la reconnaissance de l'OLP comme acteur légitime des Palestiniens et Palestiniennes. Il faut savoir que l'accord aussi d'Oslo est fait à un moment donné, ça sera dans le prochain cours d'introduction sur la question palestinienne, à un moment donné où l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, est très faible. Ses caisses sont vides et depuis 1982 ne se retrouve plus aux frontières proches de la Palestine occupée. Son siège principal est à Tunis. Et parce qu'ils ont soutenu plutôt le régime irakien, l'OLP, durant la Deuxième Guerre du Golfe, les monarchies du Golfe ont coupé le robinet. Et par la montée d'un mouvement à l'intérieur des territoires occupés palestiniens qui fait concurrence en partie à l'OLP, ils vont accepter les accords d'Oslo, qui encore une fois va permettre surtout l'intégration, ou qui va renforcer l'intégration d'Israël au Moyen-Orient, alors de manière explicite avec les accords de paix avec la Jordanie en 1994, mais va aussi accélérer des tendances qui étaient déjà présentes, mais dessous la table de normalisation d'Israël avec un certain nombre de pays arabes. Et c'est là où vous voyez la continuation avec les accords d'Abraham et aujourd'hui. C'est la volonté de renforcer l'intégration pour renforcer l'hégémonie américaine dans le monde, surtout dans le Moyen-Orient. Encore une fois, dans cette question du pétrole. Donc dans les accords d'Oslo, ce n'est pas du tout prévu un État palestinien, le droit au retour, l'arrêt de la colonisation, ne sont pas cités. On dit que c'est des choses à discuter dans 5 ans. On pourrait rajouter, Inch'Allah, si Dieu le veut, de manière négative, dans ce cadre-là, pas dans une manière que véritablement ça va se passer. Mais que c'est renvoyé au calendrier grec. Donc ça, c'est les deux principaux objectifs politiques de la région. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir, et c'est intéressant de lire le livre un des premiers ministres de l'époque, qui va devenir président de l'État d'Israël, Shimon Peres, qui présente une vision économique en disant la paix ne peut que arranger les États arabes, parce que nous, on va amener, et c'est ce qui est en partie en train de se passer, dans certains aspects, pas complètement, mais il dit, nous, on va amener un savoir-faire technologique. On a une avancée technologique, et nous, on a besoin d'une main-d'œuvre à bas marché. Et c'est ça ce que va permettre une paix avec les États arabes. Nous, on vous amène la technologie, vous venez chercher la technologie chez nous, et vous nous donnez une main-d'œuvre à bas marché. Bon, c'est à peu près tous les livres économiques de nos collègues de HEC prônent cela. Tout le monde bénéficiaire, il y a du profit partout, et vous avez l'économie du ruissellement. Encore une fois, on pourrait dire, si Dieu le veut, ça arrivera au plus bas, mais bon, toutes les études économiques sérieuses ont prouvé depuis plus de 30-40 ans, la question de théorie du ruissellement est un échec complet. Mais c'est intéressant de lire comment il inscrit cette
dynamique de dite paix dans un projet économique. D'accord ? Le moment unipolaire, on peut penser que c'est en fait le moment où les États-Unis vont exprimer de manière la plus, on veut dire, violente, qui est la seule superpuissance mondiale. C'est la dite guerre contre le terrorisme à la suite du 11 septembre. Mais en fait, ça va être le début, en fait, c'est le chant du cygne. C'est le début, en fait, de la fin de ce moment unipolaire. Parce que cette dite guerre contre le terrorisme, qui n'en est pas une, qui est plutôt une guerre pour établir et renforcer son ordre impérial, va être un échec complet. Si on regarde l'Afghanistan, l'Afghanistan et l'Irak vont être des échecs complets et vont provoquer des dépenses absolument énormes pour les États-Unis. Énormes. Et dont les dettes sont en grande partie issues aujourd'hui. Ce n'est pas la seule raison, mais en grande partie là-bas. Et politiquement, c'est un échec. 20 ans après l'intervention en Afghanistan pour mettre dehors les talibans sont revenus à travers des négociations et les États-Unis sont partis en vitesse. L'Irak est tombé sous des forces politiques à majorité dominées par des alliances ou directement issues de forces, en tout cas très proches de la République islamique d'Iran. Donc les deux sont à la fois militairement, économiquement, politiquement des échecs complets. Mais l'Irak était principalement motivé par le facteur pétrolier. C'est ça donc que je vous disais aussi parce que vous êtes trop jeune par rapport aux années 2000, mais au début des années 2000, le choix de l'Irak, le lendemain du 11 septembre, il y a des officiels américains qui vont à la télé et disent « c'est l'Irak qui a commis le 11 septembre ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte à ce moment-là, Saddam Hussein, on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais pas d'être allié avec Al-Qaïda, qu'il les voyait plutôt comme des ennemis. Mais les officiels américains vont dire non, c'est l'Irak le problème. Bon, à ce moment-là, quand même, on rappelle qu'Osama Ben Laden est un invité chez les talibans qui refusent de le délivrer. Donc ils vont d'abord faire l'Afghanistan. Mais l'Irak va toujours rester dans l'optique. Et donc la guerre d'invasion de 2003 est faite principalement officiellement, alors bien sûr comme d'habitude, soi-disant pour amener la démocratie, mais surtout dans une guerre contre le terrorisme, en disant c'est l'Irak qui est un facteur d'instabilité dans le monde, producteur de terrorisme, a des armes chimiques qu'ils ont obligé de rappeler que c'est eux qui l'ont fourni, et que c'était totalement, ça allait de faire des armes chimiques contre l'Iran ou contre les Kurdes, mais là maintenant il fallait s'y attaquer, car c'était un facteur d'insécurité. Donc la guerre contre le terrorisme, la dite guerre contre le terrorisme, contre l'Irak, est un certain nombre de prétextes, mais la question principale, c'est la question du pétrole. C'est la question du pétrole. Et vous avez des quotes, des citations qui sont relativement intéressantes. Donc l'ex-président de la Réserve fédérale des États-Unis de l'époque, Alan Greenspan, dans ses mémoires, dit « Il est gênant politiquement d'admettre ce que tout le monde sait. La guerre d'Irak est dans une large mesure une guerre pour le pétrole. » Paul Wolfowitz, secrétaire adjoint à la défense entre 2001 et 2005, donc gouvernement de George Bush fils, et président de la Banque mondiale entre 2005 et 2007, avant qu'il doit démissionner pour des affaires de népotisme. Il dit la plus grosse différence entre la Corée du Nord et l'Irak nage dans une mer de pétrole. D'accord ? Donc vous voyez de nouveau encore cette question du pétrole est assez fondamentale. Mais comme je vous disais, cette soi-disant guerre contre le terrorisme va être un peu le chant du cygne pour le moment unipolaire des États-Unis. Donc c'est les échecs des invasions de l'Afghanistan et de l'Irak. Deuxième élément très important, c'est la crise financière et économique mondiale de 2007-2008, qui parle de la dite crise des subprimes et tout ça, qui va avoir des conséquences très importantes sur l'économie américaine, mais aussi sur l'image qu'elle véhicule à travers le monde, de domination et autres. Et d'ailleurs, c'est là aussi on voit une montée continue du rôle de la Chine, de plus en plus importante, et finalement aussi l'éclatement des processus révolutionnaires de 2010-2011 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui commence en Tunisie, Égypte, qui va toucher différents pays de la région. Mais aussi le fait de voir des alliés des États-Unis, en partie Ben Ali, 30 ans au pouvoir, dictateur tunisien, mais surtout Moubarak. Moubarak qui était dictateur depuis 30 ans, depuis 81, qui était
un des principaux alliés des États-Unis dans la région, garant de cette consolidation de l'hégémonie américaine, va tomber à la suite d'un soulèvement populaire massif qui va durer pendant et qui va s'étendre à d'autres pays de la région, mais pendant 3 semaines, et qui va mener à sa chute, dans lequel ensuite les États-Unis vont avoir une tentative, vont essayer de faire une tentative de récupération. Obama ira jusqu'à dire, si seulement les jeunes Américains pouvaient faire comme les Égyptiens, dans leur volonté politique, orientation politique, il y avait une tentative totale de récupération politique. Et alors, et ça va être un peu, comme ça on peut peut-être un peu en discuter, c'est un peu long, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui le climat politique du Moyen-Orient, Afrique du Nord, dans les dominations qu'on peut trouver par rapport au pétrole, aux dynamiques géopolitiques et autres. On est rentré dans une forme de multipolarisme, un mot multipolaire, on va dire, où vous avez plus d'espace qui ont été laissés à d'autres puissances internationales pour s'exprimer, pour avoir des ambitions également dans cette région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui est par exemple une région géographique très importante pour la Chine, en tant que consommateur de produits pétroliers, produits dérivés, le premier importateur du pétrole du Moyen-Orient, particulièrement de l'Arabie Saoudite. Mais également une région très importante dans le projet économique, dit de la soie, de la Chine, pour établir également des ponts commerciaux et autres. Donc très important. Mais il y a des contradictions encore avec notamment les États-Unis dans ce cadre-là, et aussi c'est pourquoi cette normalisation est extrêmement importante pour les États-Unis, pour faire face à la montée de l'importance de la Chine. La Russie a multiplié également ses relations avec un certain nombre d'États arabes et régionaux, notamment avec l'Iran. Ils ont établi une coopération stratégique. Et il y a eu un renforcement des relations, particulièrement à la suite de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, où l'Iran a fourni tout un certain nombre de matériel militaire, notamment des drones. Mais au-delà de ça, il y a aussi un renforcement de cette relation. Mais la Russie a aussi renforcé ses relations avec tout un certain nombre de monarchies du Golfe, et joue un rôle notamment dans le cadre des dynamiques de l'OPEP. Donc il y a aussi des accords, des compréhensions, des accords avec les monarchies du Golfe, la Russie et autres. Mais cela dit, ces deux acteurs encore, même si on parle beaucoup d'un monde plus multipolaire, n'arrivent pas encore à remettre en cause l'hégémonie américaine, particulièrement sur les monarchies du Golfe, qui sont dépendantes militairement à plus de 80%, 90% du matériel états-unien, et au niveau de la finance internationale aussi sont très dépendantes des dynamiques liées aux États-Unis. Mais aussi cette baisse, ou ce monde multipolaire, ou cette baisse relative de la puissance américaine a laissé plus d'autonomie pour les États régionaux, qui se manifestent de différentes manières, notamment la Turquie, qui a eu un développement économique et politique, mais aussi militaire très important depuis les années 2000. S'affirme beaucoup plus avec une certaine forme d'autonomie par rapport aux États-Unis, sans se détacher complètement, mais montre ses contradictions, montre son opposition à tout un certain nombre de dossiers régionaux, que ce soit sur la Syrie ou autre, ou avec la gestion des relations avec l'État d'Israël. D'autres États, c'est aussi par exemple l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui tout en restant dans ce cercle d'influence états-unien, ont aussi exprimé des formes d'autonomie. Le fait qu'il y a, je crois que c'était l'année passée, ou il y a 2 ans, Biden a pris son téléphone, non, c'était dans la course pour les élections présidentielles, pardon, c'était l'année passée, prend son téléphone, appelle Mohammed Ben Salman et dit il faut baisser les prix du pétrole parce que ça a une influence négative sur la question de l'économie américaine, le chômage, etc. Mohammed Ben Salman a dit non, nous avons nos priorités dans le cadre du programme économique Vision 2030, on a développé notre propre économie. Ça, il y a 10-15 ans, ça n'aurait pas été le cas. Où vous aviez eu quand même des prix du pétrole maintenus à bas prix pour satisfaire les intérêts états-uniens. Donc vous avez, et ça ne veut pas dire encore que quand vous parlez de plus grande autonomie, que ces alliances n'existent plus. Mais ça veut dire qu'ils ont une plus grande marge de manœuvre pour faire leur propre politique. D'accord ?
Plus d'autonomie de ces États régionaux, ça veut dire aussi plus de rivalités qui se sont exprimées à la suite du processus révolutionnaire de 2011 au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, où vous avez eu par exemple des axes qui se sont mis en place. Qatar, Turquie d'un côté, Arabie Saoudite, Émirats, ce qui n'empêchait pas aussi des contradictions dans ces acteurs et dans les interventions. Par exemple, on a pu voir au Yémen, l'Arabie Saoudite et Émirats ont annoncé une intervention conjointe à partir de 2015 contre le Yémen, avec des conséquences humanitaires jusqu'à aujourd'hui catastrophiques. Et au fil des années, l'Arabie Saoudite et les Émirats sont vus soutenir différents acteurs qui sont rentrés en conflit. Mais et même Qatar, Arabie Saoudite et Émirats, vous avez eu un siège qui a été imposé sur Qatar, en tout cas un isolement politique. Parler de siège est un peu fort. Entre 2007 et 2021. Tout cela est arrivé à peu près à la fin avec l'arrivée de Biden au pouvoir, mais aussi une compréhension de ces États ou de ces élites locales que les processus révolutionnaires et leur implication à travers différents acteurs a amené plus d'instabilité. Et plus d'instabilité veut dire moins d'investissements étrangers, moins de croissance économique. Et 2018-2019, vous avez aussi de nouveaux soulèvements populaires dans la région, qui va toucher le Soudan, l'Algérie, le Liban, l'Iran. Le retour de Biden aussi au pouvoir montre que, finalement, le plus important pour nous, c'est de nous maintenir au pouvoir et d'assurer des formes de croissance économique. Et donc, on va revenir vers une période de volonté de ces différents acteurs, malgré leur rivalité, de stabilité autoritaire que j'ai appelé. Et c'est comme ça qu'on comprend les processus de normalisation d'un côté entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. De l'autre côté, la Turquie, Qatar d'un côté, et Arabie Saoudite, Émirats de l'autre. Même Turquie, Égypte, etc. Malgré des rivalités profondes qu'il y avait. Si vous entendiez les paroles du président Erdogan en Turquie, à la suite de l'assassinat de Khashoggi, donc opposant saoudien qui a été assassiné dans une ambassade saoudienne à Istanbul, il n'y aurait plus à jamais de relations. En partie, l'élection de Erdogan, ce n'est pas une des seules raisons, mais a pu être assurée par le maintien d'une certaine stabilité de la livre turque pendant plusieurs mois, grâce à des fonds débloqués par l'Arabie Saoudite et les Émirats pour mettre dans la banque centrale turque. De même, les relations entre la Turquie et l'Égypte se sont beaucoup améliorées. Le président Erdogan avait traité Sisi de putschiste, ce qui est vrai. Maintenant, vous pouvez voir, les relations se sont beaucoup mieux installées. Donc, une volonté de réinstaller une sorte de stabilité autoritaire dans tout ce cadre. Donc, on peut voir, en conclusion, que ce que j'ai envie de dire, c'est que le Moyen-Orient est malheureusement, entre guillemets, toujours, et Moyen-Orient et Afrique du Nord, toujours une source de concurrence politique et donc de rivalité, d'intervention constante. Et les interventions ne sont pas forcément simplement par les interventions armées. Ça peut être aussi par l'imposition de certains accords économiques, parce que l'Union européenne a été très forte, entre guillemets. À la suite de la fin de l'Union soviétique, dans les années 90, vous avez eu ce qu'on a appelé le processus de Barcelone, qui était coopération économique en échange de démocratisation. Bon, on s'est surtout arrêté à coopération économique, et la démocratisation n'a jamais été mise en avant par les différents pays des États européens. D'ailleurs, quelques jours avant la chute de Ben Ali, la ministre de la Défense française, Michèle Alliot-Marie, propose, pour stabiliser la situation en Tunisie, l'envoi des forces de sécurité françaises, dans une perspective de stabilisation. Donc vous avez tous ces accords de coopération sécuritaire économique aussi, qui favorisent très grandement l'Union européenne, très souvent dans ces accords économiques, notamment avec les pays d'Afrique du Nord. Donc on voit que c'est toujours une source de rivalité, mais un des aspects essentiels, j'ajouterai maintenant à la question du pétrole, qui encourage des relations, j'ai envie de dire, ou de stabilité autoritaire, c'est la question de la migration. Depuis 2011, qui s'est développée massivement, mais même depuis les années 2000. C'est là où vous aviez des accords dits aussi qui jouaient une forme de gendarme pour la migration. Kadhafi, avec l'Italie d'abord, au début des années 2000, ensuite avec l'Union européenne. Mais vous avez une multiplication de ces accords maintenant qui vont de la Turquie d'Erdogan à l'Égypte de Sisi,
Au Soudan aussi, où on va fournir un certain nombre de soutiens économiques à des dites milices qui, soi-disant, luttent contre l'immigration massive, etc. Donc on voit que jusqu'à aujourd'hui, c'est voilà, une région qui est importante, mais encore une fois, ce sera mon mot de conclusion, les spécificités sont à trouver pas dans des choses essentialistes ou exceptionnalistes, dans un sens négatif, mais dans des types de développement économiques, politiques, sociaux, similaires à d'autres régions du monde. Comme je vous ai dit la semaine dernière, c'était Aziz Lazmé, un académique, un universitaire syrien, qui disait la pire chose qu'on peut faire à cette région, c'est de ne pas la traiter de la même manière que les autres, avec les mêmes outils de sciences sociales, avec les mêmes outils de compréhension et autres. Sinon, et c'est là où, entre guillemets, les problèmes commencent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne pensais pas faire si long, mais c'est juste, je me suis un peu sur certaines choses. Vas-y. C'est juste pour sur la fin, sur l'idée de rivalité, mais aussi dans une vision plus large, quel impact ça a l'arrivée de l'Iran et des Émirats arabes unis dans les BRICS+. Quel enjeu finalement Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les BRICS, initialement, qui eux-mêmes ne portent pas ce nom, parce que c'est un terme qui a été employé par les autres pour les définir, se caractérisent, disons, essentiellement par leurs contradictions, et pas un plan de projet politique en commun. Si on regarde, il y a des volontés de renforcer certaines collaborations, mais cela reste plutôt un moyen de leverage, de négociation, on peut dire de poids politique, d'instrumentalisation politique par rapport à un certain nombre d'États occidentaux pour obtenir des gains politiques ou par des pressions économiques, qu'un projet économique ou politique même homogène. Disons, si on regarde simplement la Chine et l'Inde, ils développent chacun leur projet économique comme les autres. Donc, l'arrivée, c'est simplement qu'il y a, et c'est pour ça aussi de revenir à cette notion de monde multipolaire, qui nécessite pas simplement qui ne signifie pas, une meilleure gestion du monde sur des aspects de droits humains, égalité et autres. Plutôt, ça renforce des coopérations, j'ai envie de dire, basées sur qui est le plus fort dans une perspective autoritaire et autres. Donc les BRICS ne sont pas une alternative d'ailleurs au système économique dans lequel on vit. Au contraire, ils renforcent ces dynamiques et simplement veulent une meilleure place à la table. Si on regarde la Chine et autres, c'est d'avoir une meilleure place au sein des institutions monétaires internationales. Et si on est dans une perspective totalement monétaire, de poids économique, ils ont raison. Donc, l'arrivée de ces nouveaux acteurs est simplement une nouvelle affirmation d'une volonté de faire contrepoids, je pense, à un certain nombre d'États européens, les États-Unis, dans une perspective politique, mais encore une fois, sans cassure, ni rupture, et ils n'ont pas un projet politique ni économique en commun. Et au contraire, des contradictions, j'ai envie de dire. Donc, c'est simplement une volonté du dit aussi, ce qui est, bon, ça, il faudrait aussi définir les termes, c'est intéressant. Ce dit sud global, qui n'est pas défini, qui est défini en termes d'État et géopolitique, une volonté de se réaffirmer dans une période de baisse relative continue ou d'affaiblissement relatif continu des États-Unis et des puissances européennes. Donc leur seul point en commun, c'est en fait de vouloir faire contrepoids. Moi, j'ai beaucoup entendu que c'était en gros une idée de faire contrepoids au G7, par exemple. Bon, partie... mais oui, mais ça peut avoir ses... Il y a des... Bien sûr, ça rentre un peu parce que G7 est quand même majoritairement dominé, donc ça fait sens. Ouais. Oui. Je me demande juste comment on peut envisager la transition, des pays anciennement coloniaux comme France et Grande-Bretagne vers la position des États-Unis sur place
Notamment, pourquoi, par exemple, je sais pas, pendant la crise de Suez, les États-Unis et l'URSS demandent aux trois puissances de se retirer? Non, c'est une excellente question. 56, c'est le symbole du passage de témoin entre les anciennes puissances coloniales, affaiblies, amoindries par la Deuxième Guerre mondiale, qui abandonnent, pas parce qu'ils ont compris ou parce qu'ils sont plus gentils. Je dis ils ont compris parce que De Gaulle, c'était la fameuse phrase, le président français par rapport à l'Algérie, c'est pas qu'il avait compris, c'est qu'il voyait le rapport de force qui changeait en Algérie. Ils perdent en partie, pas complètement, leur empire colonial. Et la principale raison pourquoi à la fois l'URSS et les États-Unis vont s'opposer à cette intervention, c'est pour des intérêts et dynamiques complètement différents. L'URSS, c'est pour ne pas voir ces anciennes puissances coloniales avec qui ils sont en rivalité, ces puissances occidentales, affaiblir un État allié et étendre leur influence. Et pour les États-Unis, c'est une peur de voir, déjà ils ont agi un peu sans leur permission et autres, mais surtout une peur de voir une extension de la popularité de l'influence soviétique dans le monde, et dans cette région particulièrement. Et dès lors, ils vont dire il faut vous retirer, pour apparaître comme une puissance qui respecte la souveraineté des États, en tout cas dans cette région du monde. Il faut savoir que après la Première Guerre mondiale, vous avez notamment les principes mis en avant par le président américain Wilson, de la souveraineté. Vous avez, et pour plein de pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, les États-Unis ne sont pas du tout perçus comme une puissance coloniale. Au contraire, de la France et de la Grande-Bretagne. Et vous avez même au Levant une commission menée par des intervenants ou des officiels états-uniens qui s'appelle la commission King Crane. Avant la mise en place de mandats français et britanniques sur le Levant, qui va avoir tout un certain nombre d'élites locales, avec une représentativité potentiellement certes limitée, mais avec plein de différentes élites culturelles, politiques, économiques de la région de Syrie, Liban et Palestine, qui s'appelle la commission King Crane, qui leur demande quel est votre choix favori ou quelle est votre envie pour le futur de notre région. Et c'est là où ils vont dire en grande majorité un État unique syrien, donc qui va de Alep, même plus au nord si on voit sur le Sanjak d'Alexandrette, jusqu'à la Palestine, où les élites, une volonté d'indépendance, pas une volonté de mandat, et une Syrie unie, entre guillemets. Et cela ne sera pas respecté. Donc c'est juste pour vous donner un aspect, c'est que les États-Unis ne sont pas perçus comme la France et la Grande-Bretagne. Ils n'ont pas ce... Même parce qu'ils ne connaissent pas la manière dont les États-Unis, en grande partie, ont été construits, sont développés en puissance coloniale et autres. Pour eux, ce qu'ils ont comme expérience directe, c'est surtout la France et la Grande-Bretagne. Et donc en 1956, c'est ça, c'est la peur des États-Unis particulièrement de voir l'extension d'une popularité de l'influence soviétique. Déjà, Nasser est perçu comme trop proche de l'URSS. Il faut savoir que les États-Unis, initialement, ne voyaient pas forcément d'un mauvais œil l'arrivée de Nasser au pouvoir. Est perçu comme, en partie, ces militaires modernisateurs. C'est en partie une des théories de l'époque, le développement mené par un régime militaire qui va moderniser l'État, les institutions étatiques. L'Arabie saoudite n'est pas aussi, au tout début, opposée au coup d'État des officiers libres, mais c'est le fait aussi de l'imposition des États-Unis sur le régime de Nasser, de tout un certain nombre de conditions pour financer le barrage d'Assouan et autres, et qui vont mettre d'autres de conditions sur les prêts par la Banque mondiale, qui va pousser en fait Nasser vers l'Union soviétique et d'obtenir des prêts de la Tchécoslovaquie et autres. Oui. Mais, enfin, genre, je vois, en fait, je comprends pas pourquoi, comment on peut envisager l'Égypte qui a Bandung l'année d'avant. Il me semble que c'est en 55, non? Qui a la conférence de Bandung, genre, ouais. non-alignés. Genre, comment on peut envisager, enfin, on sait tous que c'était très ambivalent, les non-alignés et leur alliance entendue, mais avec l'URSS ou les États-Unis, mais du coup, comment on peut... Je sais pas expliquer ça. Non, mais vous avez la conférence de Bandung est un peu, comment on va dire, romantisée, dans certaines sortes.
Vous avez bien sûr Nehru, Nasser, Sukarno qui sont là, qui représentent une volonté d'une troisième voie, entre guillemets. Troisième voie qui serait indépendante à la fois de l'URSS et des États-Unis, qui dans la rhétorique concerne énormément de mouvements décoloniaux, qui veulent ni être sous l'influence de l'URSS, ni des États-Unis, qui veulent une voie indépendante de développement économique et qui vont jouer très souvent sur ces rivalités pour leur propre développement. D'ailleurs, donc vous avez aussi l'Arabie Saoudite à l'époque, donc qui ne représente pas forcément le pays le plus progressiste ou en opposition aux États-Unis à ce moment-là. Donc vous avez tout un certain nombre de pays. Et aussi, et c'est ça toute la dynamique politique, un projet politique peut se radicaliser par les oppositions dont vous subissez. Je vous ai parlé de Nasser, une radicalisation à la fin des années 50, début des années 60, c'est là où vous avez une nouvelle constitution qui est mise en place, qui est un discours beaucoup plus socialisant, et même presque socialiste à bien des aspects, avec des limites et autres. Mais pour vous donner un autre exemple, qui est moins connu, parce que souvent il est présenté comme de facto socialiste, mais c'est la trajectoire politique de Chavez au Venezuela. Chavez, initialement, il n'a pas du tout un discours socialiste radical. C'est le fait d'avoir subi un coup d'État soutenu par les États-Unis et tout ça qui va entreprendre une démarche beaucoup plus radicale. Donc, c'est aussi là de voir comment les évolutions politiques peuvent influencer ces trajectoires politiques et une volonté aussi de garantir un pouvoir. Nasser doit faire face à une partie de la bourgeoisie égyptienne, soutenue par l'étranger, etc. Vous avez la même chose en Syrie, une radicalisation vers la gauche en 1966 par Salah Jdid, par le parti Baas, qui initialement, d'ailleurs ceux qui vont prendre le coup d'État en 1966, s'opposent au créateur historique du Baas, qui doit fuir le pays. Et ils vont aller au Liban, puis ensuite en Irak, et c'est pour ça que vous parlerez d'un Baas de droite et de gauche, soi-disant. Bon, à la fin, ils seront tous de droite ou d'extrême droite, presque. Mais, donc aussi, les évolutions politiques évoluent. Ces évolutions politiques, sont aussi le résultat des dynamiques politiques régionales. Et c'est comme ça qu'on comprend une forme de radicalisation de Nasser aussi. Ça explique mieux? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Du coup, en 73, avec le fait qu'il un boycott sur le pétrole, quelle va être un peu la réaction des États-Unis et puis, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un gros rapport de force. Aussi potentiellement dans l'OPEP, c'est pas aussi d'anciens alliés des USA. Tout à fait. Comment sont sortis? Moi j'ai entendu parler de menaces d'invasion, comme quel est un peu le rapport de force après ce moment-là. Non, il y a un quadruplement des prix, un boycottage qui sera temporaire pour faire pression sur les États occidentaux par rapport à la guerre de 73, notamment par les monarchies du Golfe. Mais c'est aussi une manière de renflouer les caisses, d'augmenter les prix, d'augmenter les dynamiques de profit. Et en fait, sur cette guerre de 73 et l'augmentation des prix du pétrole sera très souvent mis la fin des 30 Glorieuses, le début de la crise économique européenne, mais c'est aussi la fin d'un cycle économique d'un taux d'accumulation de profit qui n'avait cessé d'augmenter dans les années 50-60, qui arrive à sa fin. Et donc, en fait, quand on regarde les statistiques économiques de la fin des années 60, début des années 70 dans les pays européens, les taux de profit étaient en baisse continue. Mais on va instrumentaliser l'augmentation des prix du pétrole pour dire c'est à cause du pétrole. D'accord ? Et puis, vu que ce boycott est temporaire, les États-Unis n'ont pas avoir besoin. Pour les monarchies du Golfe, ils disent très clairement, on est sous pression aussi populaire. Les régimes arabes ont mené pour une première fois une attaque conjointe qui a surpris Israël. Les États-Unis ont fait un pont aérien pour sauver cela, pour sauver les pertes de territoire. Et très rapidement, ils veulent calmer les choses. Et ça rentre un peu dans une période où vous avez aussi un balancement des forces. La guerre de 73, elle est menée par deux régimes qui s'inscrivent plus en plus en détachement de l'Union soviétique, ou qui prennent ses distances. Il faut savoir que, je crois que c'était un an auparavant, Sadat s'est débarrassé des conseillers soviétiques.
c'est la période du début de l'Infitah en Égypte. En 1970, en Syrie, c'est l'arrivée de Hafez al-Assad qui a refusé l'intervention de l'armée syrienne pour venir en aide au mouvement national palestinien en Jordanie, qui interdit toute forme de résistance depuis la Syrie contre la Palestine occupée. Et donc, ces deux régimes qui vont aussi avoir des bonnes relations avec les monarchies du Golfe, ou se rapprocher. Et ça, c'est comme ça aussi qu'on comprend que cela n'a pas explosé plus globalement. Que ce soit Sadat qui va aller vers son chemin vers la paix, et va rentrer, la paix avec Israël, qui va rentrer complètement dans le cercle d'influence américain, devenir deuxième récipiendaire de l'aide américaine, Hafez al-Assad est plutôt vu positivement par les monarchies du Golfe et les États-Unis. En 1976, Hafez al-Assad intervient au Liban avec le soutien, ou en tout cas l'acceptation, à la fois d'Israël et des États-Unis, qui voient ça d'un bon œil. Il vient pour mater le mouvement national palestinien qui est allié à la gauche libanaise. Et vous avez les premiers investissements économiques privés en Syrie par des entreprises américaines. Donc c'est pour ça, vous avez ce dynamique politique à ce moment-là qui explique pourquoi ça ne s'est pas étendu dans un boycott qui venait plutôt vers une forme d'affirmation d'autonomie par rapport à l'influence américaine. On est dans une période, les années 70, c'est une consolidation d'un autoritarisme, d'une droitisation de la région, sans parler de montée des mouvements intégristes religieux, et de rapprochement plutôt avec les États-Unis. Et c'est ce qui explique ces dynamiques. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. L'augmentation du prix du pétrole, ça a aussi l'avantage de rendre plus rentable l'exploitation du pétrole états-unien, du gaz de pétrole de schiste, non? Ça, c'est un bon débat, en effet, sur la question du pétrole de schiste, mais qui n'a jamais été présenté comme totale alternative à cause notamment des influences des majors pétrolières. Et aussi ce qui était un débat au sein des économistes, ou plutôt des officiels états-uniens, de maintenir un prix du pétrole bas, par peur de voir le schiste se développer massivement comme alternative. Donc ça reste un débat, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est là où on voit encore que l'importance du pétrole, c'est qu'il irrigue toute l'économie internationale. Donc vous avez totalement raison, ça augmente les profits, et donc aussi des majors, mais ça rend potentiellement des alternatives intéressantes, mais qui ne sont encore jamais développées. Ils se sont développés, mais pas de manière si massive et significative. Mais ça reste un débat. Ok, on peut s'arrêter là, et on reprendra la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, c'est... on revient sur donc le narratif un peu du cours, c'est aussi avoir un aspect en partie chronologique, mais pas simplement. On reviendra sur la question palestinienne, son développement, comment il est né. On est passé d'une question juive à une question palestinienne, entre guillemets. Une question juive en Europe pour une question palestinienne au Moyen-Orient, son développement, différents mouvements nationaux palestiniens. Et ce qui nous permettra après de regarder sur les idéologies dominante, entre guillemets, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord au XXe siècle et en partie jusqu'à aujourd'hui, qui ont, surtout le XXe siècle, disons, à la fois le nationalisme arabe, son développement, ses origines, pensées et autres, et ensuite les différents mouvements de l'intégrisme religieux, que ce soit le mouvement frères musulmans, mouvements issus ou proches de la République islamique d'Iran ou de Hizb al-Da'wa en Irak et autres. Et après, ce sera sur l'Iran, l'histoire contemporaine de l'Iran, pour finir de nouveau sur les origines et développement des processus révolutionnaires au Moyen-Orient. J'avais développé aussi comment et de quelle manière le Moyen-Orient a été transformé ou impacté de manière plus large à la suite des dynamiques du 7 octobre. On voit que cette histoire est encore continue jusqu'à aujourd'hui, mais il y a eu des transformations majeures, et à bien des égards, il y a beaucoup d'historiens qui ont parlé d'événements politiques qui marquent la région de manière quasi aussi importante qu'à la suite de la guerre de 67. La guerre de 67, c'est un événement majeur, hein. C'est la fin de l'idéologie dominante du nationalisme arabe, c'est l'occupation historique de la Palestine,
et qui va avoir tout un certain nombre d'enchaînements d'événements politiques également. Donc c'est pour ça aussi que je trouve intéressant de parler dans cette perspective de l'après 7 octobre, de ces transformations actuelles et continues. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.